Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau live, le live qui a duré 4 heures, j'ai même pas regardé mais je crois que c'est un record pour la chaîne 4 heures, même si voilà, c'était le live le plus long de l'année, c'était le live nocturne des courses principales de Melbourne. Donc forcément, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé à Melbourne, pas que lors de ces courses principales, en F2, en F3 aussi, dans le week-end dans sa globalité. Un mot sur Arthur Fils, où on est sur une chaîne sport auto, mais comment dire que j'ai peut-être, ouais, j'ai vécu plus d'émotions fortes avec le match d'Arthur Fils en tennis à Indian Wells, son huitième de finale remporté face à son premier top 10, enfin première victoire face à un top 10 depuis son retour, donc franchement il est exceptionnel, vive lui. Bref, tant que c'est pas du cyclisme, tu peux en parler sur Twitch. Oh, ça c'est beau, les refs du live nocturne qui continuent de perdurer dans le temps, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et pourtant, Paul Sexas, là aussi, très grosse promesse. Bref, évidemment, on n'est pas là pour parler de cyclisme ou de tennis, même s'il y aurait des choses à dire. On va bien évidemment parler du week-end de Melbourne, de F2, de F3, et on va parler de ce qui arrive. On va parler également de la F1 Academy qui débute son championnat, sa quatrième saison en 2026, ce week-end à Shanghai, en support du deuxième meeting de la saison de Formule 1, un meeting sprint par ailleurs, même si on ne parlera pas trop de la F1, et puis on parlera des autres actualités de la semaine. L'air de rien, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait ce format de live actualité, preview, débrief, puisque la semaine dernière a été bien occupée avec toutes les previews F2, F3, donc on va un petit peu se rattraper, parler des actualités qu'on a un petit peu squeezées lors de ces dernières semaines. Et puis voilà, et puis on va aussi parler, il n'y a pas que la F1 Academy qui roule ce week-end, avec nos françaises, notamment Lisa Billard et Jade Jacquet, dont on reparlera, et il y a aussi l'Eurocup 3 et l'Eurocup 4, les Formula Winter Series. Les championnats hivernaux se terminent officiellement ce week-end, c'est la fin de l'hiver ce week-end, c'est officiel, et donc on espère des nouvelles belles performances côté français notamment. Alors, je vous ai préparé bien évidemment un PowerPoint pour ne pas déroger à la règle. D'ailleurs, il est tout petit ce PowerPoint, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Ouais. Ah, voilà, c'est déjà un peu plus grand, c'est déjà plus sympa. Que j'ai hâte que tu parles de la Formula Winter Series et que tu évoques Monsieur Alfie Slater. Je vais pas l'évoquer, je vais pas l'évoquer. Les performances sont assez anonymes et c'est un beau retour de karma. J'en profite pour remercier Arthur Balogol et Jo60M qui ont follow la chaîne depuis le live nocturne de Melbourne. J'espère que vous étiez là pour ce live exceptionnel parce que voilà, c'est le live annuel qu'on fait une fois dans l'année. Évidemment, on va commencer par l'actualité de la semaine, pas vraiment. De la semaine, pas vraiment, parce que c'est l'actualité plutôt du mois. Voilà, on revient un petit peu sur ce qui s'est passé depuis le 18 février. Je crois que c'est la dernière fois que j'avais fait ce format actualité, donc de ces deux-trois dernières semaines. 3 dernières semaines, du coup. Waouh! Oh oui, quand même. Théo Pourchère, on n'en a même pas parlé, on l'a très très rapidement évoqué, mais Théo Pourchère, pilote de développement chez Mercedes. Donc, est-ce qu'on peut dire que grâce à Théo Pourchère, Mercedes a roulé sur la F1 à Melbourne le week-end dernier? Peut-être, c'est peut-être, tout simplement, que grâce à Théo Pourchère qu'ils ont réussi à en arriver là. Théo Pourchère qui a vraiment bossé en plus au simulateur, hein. On a vu ses stories Instagram. Il a bossé pendant le week-end pour affiner le simulateur de Mercedes pour ce week-end de Melbourne. Et puis voilà, au final, ça fait doubler. C'est intéressant de voir cette tendance des équipes de F1 à recruter beaucoup de pilotes, notamment des pilotes qui ont de l'expérience en Formule E. Alors vous allez me dire, Théo Pourchaire n'a jamais couru en Formule E, certes, mais il a déjà eu l'habitude de développer une voiture. C'est lui, notamment, enfin lui et d'autres, qui a développé la dernière, la Gen 3. La Gen 3 Evo même je pense, et on sait qu'il est dans les starting blocks pour rouler potentiellement l'an prochain en Formule E avec Citroën ou avec DS, plutôt avec Citroën de ce que je comprends. Euh, je crois que c'est ALP sur Discord qui dit ça. Quid de Théo Pourchère en cas des rachats des 24% d'Alpine par Totovol? Ça changera rien. Alors, si vous l'avez peut-être pas vu passer, mais actuellement, depuis plusieurs mois d'ailleurs, il y a Oltro Capital qui détient 24% d'Alpine qui a annoncé vouloir vendre ses parts. Et évidemment, les enchères montent, et le candidat qui s'était
le candidat principal, le plus médiatisé qui s'était placé sur ces 24% d'Alpine, c'était Christian Horner. Et là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu la semaine, enfin il y a quelques jours, on a vu que Toto Wolff s'était positionné pour aller racheter ces 24% d'Alpine. Très honnêtement, je pense que c'est être delusional que de penser que ça peut influer la carrière de Théo Pourchaire. Je crois que c'est la partie, oui, de Pat Mahomes, enfin je crois que c'est cette partie-là. Enfin, le parti du groupe de sportifs avec Alexander Trent-Arnold ou quelque chose comme ça, le footballeur. Euh, je crois que c'est cette partie-là, oui. Très honnêtement, enfin, Toto Wolff, il a l'habitude d'être actionnaire, actionnaire dans des équipes de F1. Il a été chez Williams, il a été chez Racing Point à un moment ou quelque chose comme ça. Donc, pas du tout de conflit d'intérêt. Alors, je vais pas faire le flexeur, mais un petit peu quand même pour traîner un petit peu dans le milieu du sport automobile depuis 4-5 ans. Je pense très honnêtement que c'est le milieu le plus bourré de conflits d'intérêts qui existe, hein. Donc, de toute façon, je vois pas pourquoi ça poserait tant de soucis ce conflit d'intérêts-là, en sachant que Red Bull a déjà deux équipes en F1. Sachant que Red Bull a deux équipes en F1, même si Toto Wolff, qui a non seulement réduit sa part en tant qu'actionnaire chez Mercedes, s'il a des parts dans une autre équipe, voilà, enfin, je pense pas que ça serait spécialement choquant, mais j'ai du mal à voir une coopération plus importante. Alors, peut-être à long terme, peut-être sur du long terme, peut-être que ça peut opérer un rapprochement entre Mercedes et Alpine, si jamais la transaction se fait. Mais il n'y avait pas des rumeurs à la base que Toto voulait placer Kimi chez Alpine. Alors, c'est au cas où il arrivait à recruter Verstappen et qu'il faudrait placer Antonelli ailleurs. C'est du domaine de l'hypothétique pour le moment. Antonelli, il est deuxième du championnat actuellement. Euh, voilà, après, c'est vrai, sur le long terme, imaginons que Toto Wolff arrive à acheter Mercedes. Voilà, je pense pas à un projet Théo Pourchaire chez Alpine Mercedes. Par contre, bah, comme le dit Antoine FRT, le timing il serait plus bon pour d'autres pilotes de l'Académie Mercedes, d'autres pilotes français de l'Académie Mercedes, vous voyez ce que je veux dire avec un Andy Consani, mais bon, alors là on est plus sur du domaine de la science-fiction. Vous savez que j'adore la science-fiction, mais il y a des lives dédiés à ça pour quand on prédit des grilles de F1 jusqu'à 2030. Euh, mais, mais pour le moment, voilà, on n'y est pas vraiment. Et pour en revenir à Théo Pourchaire, je pense que sa carrière est vraiment en train de fleurir. Voilà, il a un poste de pilote d'usine en F1, il est pilote officiel en WEC, on sent qu'il est tout proche d'aller en Formule E. Mais voilà, on voit de plus en plus des équipes de F1 recruter des pilotes qui ont des expériences en Formule E pour aller développer leur voiture de F1 parce que oui, c'est pas que des critiques en l'air de la part des pilotes de F1 sur la nouvelle réglementation de dire que la F1 ressemble à de la Formule E. Euh, voilà, les équipes ne s'y trompent pas et recrutent beaucoup de pilotes de Formule E. Salut Percy, toi qui es médecin, il faut faire quoi quand on a 42 fièvre et qu'on tombe quand on se lève? Je sais pas, peut-être aller aux urgences, peut-être? Je sais pas. Mais reste, non, non, tu dois rester sur le live, rester sur le live et ensuite aller aux urgences. Mais oui, c'est bien de s'hydrater aussi, de s'hydrater, de l'eau, ouais. Ouais, ou sinon on rachète nous-mêmes les 24%, hein, bien vu, hein. Après, ce serait une image terrible pour le groupe Renault d'être considéré comme un junior team de Mercedes. Je pense qu'en question d'image terrible, Alpine pouvait difficilement faire pire sur ce début d'année 2026, avec le meilleur moteur de la grille, même si ça fait beaucoup parler, évidemment, et que beaucoup, McLaren, Williams et Alpine se plaignent du fait que Mercedes leur a pas donné toutes les clés pour comprendre le moteur Mercedes, on va dire. Mais voilà, le début de saison d'Alpine est cataclysmique à des années-lumière des attentes de Flavio Briatore et compagnie. Euh, donc voilà, je pense qu'on n'est plus à une humiliation près côté Alpine, hein. Euh, voilà. Mais oui, de toute façon, bon, Briatore, hein, il les collectionne, hein. Voilà, bon. Bref, voilà, ça c'était pour le côté F1, FE, Théo Pourchaire. On a aussi eu quelques officialisations, notamment de pilotes qu'on a suivis ces dernières années. Même l'année dernière, en formule de promotion européenne, Evan Gilter a enfin été officialisé en Super Formula Light chez BMAX, l'équipe tenante du titre. Début de saison fin mars à Fuji, évidemment. On va suivre ça. Alors, vu les horaires très 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 matinaux, je ne pense pas qu'on fera de live, mais évidemment qu'on continuera à suivre les courses d'Evan Gilter au pays du soleil levant. Euh,
voilà, c'est des courses qui sont diffusées sur YouTube, hein, donc enfin, vous pouvez les regarder en différé à n'importe quel moment. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas suivre ces courses à 5 heures du matin tous les week-ends. Et il y a aussi Enzo Peugeot, son ancien rival de la F4 France, qui a été officialisé pour sa deuxième carrière. Alors autant Evan Gilter reste en monoplace, dans l'antichambre de la Super Formula, autant Enzo Peugeot, lui, a bien officialisé son départ de la monoplace. Et il rejoint Air-Ace en Michelin Le Mans Cup en catégorie LMP3. Donc c'est un petit peu le bas de l'échelle. Mais voilà, des carrières très belles peuvent se lancer à partir du LMP3. Je m'y connais pas assez, mais la Super Formula Light, c'est la F2 de la Super Formula. Et est-ce que les pilotes Super Formula ont le statut de pilote pro? Alors, les pilotes de Super Formula ont le statut de pilote pro, oui, parce que généralement ils sont rémunérés, même si parfois il y a des exceptions, il y a des pilotes payants, etc. Mais généralement, l'ultra majorité des pilotes de Super Formula sont des pilotes pro. Maintenant, alors oui, c'est l'antichambre de la Super Formula, mais c'est pas trop des F2. En termes de voiture, en termes de machine, ça serait plus proche de F3, voire même en fait, la voiture qui est utilisée en Super Formula Light, c'est la Dallara 324, la même qui est utilisée en Euro Formula Open, la quasiment même qui est utilisée en Eurocup 3 actuellement. Donc en fait, bon, globalement, l'ancien nom d'ailleurs de la Super Formula Light, c'est la F3 japonaise. Voilà, c'est pas exactement de la F2, tout comme la Super Formula, c'est pas exactement la F1 japonaise. Enfin, c'est des performances complètement folles en termes de voiture, la Super Formula, mais ça serait plus entre la F1 et la F2. Voilà. Mais c'est l'antichambre de la Super Formula, et si ça performe en Super Formula Light, bah, y a moyen qu'il aille en Super Formula au-dessus, quoi. Il n'y a pas la Freca japonaise, oui, mais ça flop. La Formule régionale japonaise, mais ça flop complet, à cause de la concurrence de la Super Formula Light, notamment. Euh, il y a un vrai avenir en Super Formula où il y va juste pour attendre d'autres opportunités. Je pense un peu des deux. On va voir comment ça va se passer. Euh, mais, euh, mais clairement, il y a des pilotes français, notamment, je pense à Sacha Fenestraz, à l'époque où il était français, qui ont complètement relancé leur carrière en allant au Japon en F3, oui, F3 japonaise à l'époque, devenue Super Formula Light depuis. Et oui, ça peut complètement redynamiter sa carrière et le faire passer en Super Formula. Parce qu'a priori, bah, Honda a l'air vraiment intéressé par son profil. Alors c'est pas un jeune pilote Honda, puisque Honda n'a que des pilotes japonais dans son académie, mais Honda a l'air très intéressé par son profil. Voilà, maintenant, à lui de faire comme il fait depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire performer sur la piste, gagner des titres, et voilà. Maintenant, on sait jamais, est-ce que ça pourrait complètement... imaginons Honda lui affiche un soutien officiel, est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'Evan pourrait revenir peut-être en F2? Je sais pas, ça me paraît un peu farfetched, ça me paraît un petit peu capillotracté, on va dire. Mais pourquoi pas en soi? Mais il faudrait vraiment débloquer beaucoup, beaucoup de budget. Je pense actuellement, le plus probable, c'est de monter en Super Formula si jamais, évidemment, il performe. Et ça, c'est. Si, s'il n'y a pas de titre cette année, ah, ça va être dur et je pense que ça sera peut-être une fin de carrière monoplace pour Evan, euh, malgré le fait qu'il ait tout à apprendre, hein. Il a à apprendre les voitures, les circuits, l'environnement, la culture de travail japonaise, etc. C'est le cas, enfin, ça va être l'un des très rares étrangers, l'un des très rares non japonais au Japon. Donc voilà, mais son talent fait que il doit viser le titre et il est dans l'équipe pour le faire normalement. Bref, Enzo Peugeot, donc voilà, direction LMP3, il y a aussi eu les tests collectifs en F4 France qui ont démarré, vous savez évidemment en début avril, au week-end de Pâques, la F4 France va lancer sa saison 2026. En attendant, il y a pas mal d'essais de pré-saison, il y a eu les premiers essais collectifs à Nogaro, notamment Guillaume Bouzard, le franco-luxembourgeois, et Thibaut Reimakers, le pilote wallon, se sont distingués, vraiment les deux pilotes qui ont dominé ces essais. Thibaut Reimakers, d'ailleurs, c'est positif qu'il domine ses essais parce que le champion du monde de karting a eu des débuts en monoplace discrets, pour rester gentil, discret. Donc là, enfin, il se montre vraiment aux avant-postes. Maintenant, la vérité des premiers essais à Nogaro n'est pas toujours la vérité de la saison, puisque Guillaume Bouzard avait déjà dominé les essais 2025 à Nogaro, et au final il avait fini 5ème du championnat, meilleur rookie, une excellente saison, hein, enfin une excellente saison. La première moitié de saison était compliquée, mais il a bien progressé ensuite, mais il a fini meilleur rookie.
Mais voilà, il n'a pas été vraiment en lutte pour le titre. Donc là, il a de nouveau dominé ses essais devant Thibaut Reimakers. Il y avait aussi d'autres pilotes qui étaient dans le groupe de tête, on va dire. Hugo Hérouin, Matteo Dauvergne, Maverick McKenna, Kota Tsuchihashi, Oscar Guccio notamment. Il y avait d'autres, voilà, beaucoup d'autres pilotes français. Il n'y a toujours pas la liste officielle. Hein. Ça, je comprends pas. Hein. Il n'y a toujours pas la liste officielle. Je ne sais pas ce qu'attend la F4 France à moins d'un mois du début du championnat. Mais il y a aussi d'autres pilotes, Jimmy Elias, il y a aussi beaucoup de pilotes féminines, 7, 8 pilotes, enfin 8 pilotes a priori féminines annoncés. Durant ces essais à Nogaro, il y avait aussi deux féminines qu'on connaît bien et dont on va reparler un petit peu plus tard dans le live. Il y avait Lisa Billard et Jade Jacquet qui ont été tous les deux dans le top 5. Sur le papier, ça rend les choses très intéressantes. Alors, Lisa Billard et Jade Jacquet ne feront que de la F1 Academy cette année, mais si elles étaient vraiment top 5 avec les mêmes voitures, enfin, il y a la feuille des chronos qui est disponible, euh, si elles sont vraiment top 5 avec les mêmes voitures, c'est giga impressionnant et ça montre une progression très forte par rapport à l'an passé. Maintenant, je me dis aussi que la FFSA essaye de les préparer à la F1 Academy. Euh, la FFSA essaie de préparer la F1 Academy et la F1 Academy n'a pas les mêmes voitures. Fais voir la feuille des chronos, elle est dispo sur le Discord. Il y a quelqu'un qui l'a partagée. Je sais même pas s'il avait le droit de la partager, mais il y a quelqu'un qui a partagé la feuille des temps sur le Discord dans le salon F1 Academy, je crois. Euh, mais Jacquet était pas dernier des essais de F1 Academy. Des essais de pré-saison, oui. Maintenant, je serais franchement étonné qu'elle soit dernière, même si c'est peut-être la moins expérimentée ou l'une des moins expérimentées, que ça sera la deuxième plus jeune. Je serais très étonné. Je pense plus que c'était quelque chose qui était lié au circuit ou des problèmes de mécanique, puisque j'ai beaucoup de mal à voir comment Jade Jacquet pourrait être dernière. Maintenant voilà, hein, j'ai pas la science infuse non plus, et parfois certains pilotes peuvent passer au travers, mais voilà, c'est vrai qu'elle a été très discrète aux essais de pré-saison, mais avant ça, les rookie tests qu'elle avait fait, notamment, ça allait. Billard première, Jacquet deuxième, pas ouvert au débat. Oui, bon, puis on peut échanger, hein. Moi, ça me va d'échanger tout le temps, hein, d'échanger tout le temps les doublés. Hein. Euh, euh, donc, euh, donc voilà. Maintenant, voilà, ce que je disais, est-ce que la FFSA a préparé Lisa et Jade avec des voitures un petit peu facilitées pour la F1 Academy, puisque la F1 Academy utilise des F4 de Tatus, donc des F4 utilisés en F4 italienne, en F4 espagnole notamment, mais c'est des F4 un petit peu facilités. Je ne me rappelle plus des spécifications exactes, mais je pense que ça se joue au niveau des ailerons, des suspensions, des choses qui rendent le pilotage un peu plus simple, donc c'est pas exactement la même voiture qui est utilisée en F4 italienne qu'en F1 Academy. Donc est-ce que la F4 France a aussi essayé d'adapter ses Mygale Ligier en les rendant un peu plus faciles à conduire? Et du coup, est-ce que du coup c'est pour ça que Lisa et Jade étaient dans le groupe de tête aux essais? Je j'ai pas l'information. Mais en tout cas, si elles avaient la même voiture que les autres, les 28 autres, 29 autres, enfin les autres pilotes de F4 France, si elles sont troisième et cinquième ou quatrième, sixième, quelque chose comme ça, c'est turbo impressionnant. Et c'est vraiment très prometteur. On avait Dams, on avait ART, on avait R-Ace, on avait Saint-Eloc. D'ailleurs, on n'a toujours pas vraiment de nouvelles sur le futur de Saint-Eloc en monoplace. Ils ont annoncé participer à la F4 italienne, mais depuis, c'est le silence radio. On aura une nouvelle équipe française en formule de promotion cette année. Je vais éviter de trop en dire parce que ça pourrait divulgacher, ça pourrait spoiler l'un de mes prochains articles pour Auto Hebdo. Mais voilà, Neri Autosport, nouvelle équipe française qui débarque en Euroformula Open. L'Euroformula Open, vous le savez, ce championnat qui, qui a parfois eu des meetings à 6-7 voitures et qui, l'air de rien, a propulsé 4 pilotes en Formule 3 cette année. Il y avait environ 10-12 engagés l'an passé, et cette année, ils visent 19-20 voitures cette année, et ça passe par des nouvelles équipes qui arrivent dans le championnat. Alors, Nere Autosport, évidemment, va probablement faire office de petit pousset, hein, équipe Belfortaine, donc tous les gens du Franche-Comté, tous les gens, voilà, Natoon 28 évidemment, je pense à toi. Voilà, en tout cas, une nouvelle équipe française qui arrive avec un pilote qui n'a pas encore été annoncé, mais voilà,
Un pilote qui n'a pas encore été annoncé, mais ils ont déjà roulé ensemble à la Coupe de France des circuits à Nogaro, Aaron Ferrazzano, ancien finaliste de FID, ancien champion Yame Eurocup, ancien vice-champion des Ultimate Cup. Aaron Ferrazzano, pilote wallon de 18 ans, a déjà roulé avec Neri Autosport en Coupe de France des circuits à Nogaro. Voilà. Ça n'a pas encore été officialisé, mais bon, voilà. Euh, mais du coup, voilà, c'est un article très intéressant, j'ai hâte qu'il sorte. Mais j'ai adoré faire cet article à propos de Neri Autosport, nouvelle équipe française en monoplace. Si le FO revit, je veux la référence de leur défibrillateur cardiaque. Franchement, c'est impressionnant vraiment si le haut Formula arrive à renaître, puisque ouais, ça serait complètement fou quoi. Ils l'ont leak de toute façon. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils attendent. Je sais pas trop ce qu'ils attendent pour vraiment officialiser le truc, mais bon. Mais il n'y a pas eu d'annonce officielle. Et il y a aussi une pilote française de 22 ans qui passera de l'autre côté de la Manche, Solène Amrouche, qui a aussi fait l'Ultimate Cup en monoplace, en formule régionale, face à Aaron Ferrazzano notamment. Solène Amrouche va passer en GB4 du côté d'Ardennes. Voilà, on va suivre un petit peu de loin ce que la pilote française pourra faire. Ouais, championnat qui repose beaucoup sur Motopark. Sur Motopark, ancienne équipe très prestigieuse de F3. À l'époque, quand la Formule 3 FIA n'avait pas encore été créée, il y avait deux championnats. Il y avait la GP3, il y avait la F3 européenne, et Motopark était dans la F3 européenne. Et c'était, je sais pas, l'équipe dominante, en tout cas l'équipe dominante avec Prema, on va dire. Et, euh, et Bruno Michel a dit non. Non, vous ne rejoindrez pas le championnat. Bon, bah, comme Van Amersfoort à l'époque, sauf que Van Amersfoort a réussi à trouver des moyens détournés pour y passer. Voilà, Motopark n'a jamais compris pourquoi ils ont été chassés, non invités dans cette nouvelle mouture de la F3, et donc du coup, ils ne sont engagés qu'en Euro Formula Open, et ils donnent tout là-dedans, et ils font tout pour faire vivre ce championnat. Et les efforts pourraient payer, parce qu'on pourrait avoir une grille pas impossible, quoi. On a parlé de Samy ou pas? Non, non, alors oui, c'est vrai que Samy a été annoncé là en European Le Mans Series chez TDS, je crois. Je crois. On avait un petit peu parlé dans les lives précédents qu'il progressait bien en Asian Le Mans Series et que ça devenait de plus en plus intéressant. Chaque course, il était de plus en plus intéressant. Voilà. TDS, oui, top team. Bon, bah, écoute, c'est ça. Ah mince, libérer de l'espace de stockage. Non, 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 j'ai pas envie que la rediff plante. Il faut vraiment que. J'ai déjà eu ce problème lors du live dimanche. Alors attendez, je suis à vous tout de suite. Je suis à vous tout de suite. Boum. Euh, Algarve Pro Racing en hiver et TDS en ELMS, il doit avoir un budget illimité. Bah oui, Samy a toujours été l'un des pilotes français les plus fortunés, on va dire, hein. Nous passons à l'une des actualités plutôt de la journée, Victor Martins, notre ancien vainqueur de Formule 2, notre ancien champion de F3, ancien champion de Formule Renault, ancien vice-champion de F4 française, ancien champion du monde de karting, Martins, qui a vu des rumeurs très intéressantes surgir, révélé par le média britannique The Race notamment. Normalement, Victor Martins devrait faire le rookie test avec Nissan lors de l'E-Prix de Jalama, enfin l'E-Prix de Madrid, sur le circuit de Jalama. Et visiblement, Nissan serait très intéressé par son profil. Norman Nato passe un petit peu à côté de sa saison, de ce que j'ai compris, et prend un petit peu l'eau face à Oliver Roland notamment. Et visiblement, Victor Martin serait dans les petits papiers de Nissan. Voilà, il avait déjà fait des rookie tests par le passé avec l'équipe Nippon. Et Victor pourrait rejoindre la Formule E. Donc c'est vrai qu'il y a un monde, pour rebondir avec l'un des commentaires précédents, il y a un monde où Théo Pourchère et Victor Martins débutent en Formule E la même année, peut-être l'année prochaine, enfin en fin d'année, pour la saison 2026-2027. Ce serait une histoire intéressante. Alors que la F1 existe. Certes, mais vu que la F1 c'est de la Formule E, au final. Au final. Voilà, parmi les autres actualités, la F2, la F3 qui sont à la recherche d'un meeting de remplacement. Ouais, voilà, Roland qui est 3ème avec 49 points, Nato 18ème avec 1 point. Je peux comprendre, j'adore.
J'apprécie beaucoup Norman Nato, que je me rappelle de son... À l'époque de la GP2 F2 où il se battait avec des Gasly, avec des Leclerc, etc. Bon, voilà, là en ce moment il est un petit peu dans le dur, quoi. Nissan va se retirer de la FE juste après l'arrivée de Victor, après que trois quarts des courses a été annulé pour cause de chute de météorites. Ce serait une journée normale dans la vie de Victor, hein, qui, on rappelle, a enfin décroché un poste dans un championnat du monde euh, avec Alpine en endurance et qui, quelques semaines après, Alpine annonce arrêter son programme Hypercar. Par contre, Nato est passé pilote de développement chez Ferrari. Oui, bah, je vous ai dit que que les équipes de F1 recrutaient beaucoup de pilotes de Formule E pour faire le développement parce que les réglementations 2026 voilà, il y a une énorme part de gestion de batterie, je vous l'apprends pas. Et donc, ils font appel à des pilotes de Formule E. Donc, on a Théo pour chez Mercedes, Norman Nato chez Ferrari ou d'autres, hein, Jack Dennis chez Red Bull, d'autres, quoi. Voilà, côté F2, F3, vous n'êtes pas sans savoir que la situation au Moyen-Orient, la situation géopolitique au Moyen-Orient est toujours extrêmement compliquée. Évidemment, une pensée à toutes les personnes qui sont là, qui vivent la guerre dans leur maison, dans tout ça. Pourquoi on en parle? C'est parce que d'un point de vue sportif, ça va avoir une influence sur les calendriers de F1 et de F2 et de F3 parce qu'il y avait les manches de Bahreïn pour la F2 et la F3 et les manches d'Arabie Saoudite pour la F2 qui sont en danger, on va dire. Et si tout indique que les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite seront annulés cette année, ça nous ferait une pause de 3 mois entre Melbourne, qu'on a eu il y a quelques jours, et Monaco, début juin. Une pause de 3 mois. Donc, a priori, même s'il n'y aura, a priori, il n'y aura pas de remplacement pour des Grands Prix de F1, j'aurais adoré voir Portimao, Imola ou voilà, d'autres choses. Istanbul, ça aurait été génial. Mais a priori, c'est visiblement trop compliqué d'organiser un Grand Prix en un mois. Mais par contre, pour la F2 et la F3, ça peut être fait plus facilement, visiblement, et on devrait se diriger vers un meeting sans F1, ce qui serait la première fois pour la F3, dans toute l'histoire de la F3, et ce serait une première fois pour la F2 depuis Jerez en 2017, euh, où notamment, je crois que c'est à Jerez en 2017 que Charles Leclerc s'était imposé, et il y avait eu l'hymne français qui avait été joué, je crois. Mais donc voilà, il devrait y avoir un meeting de remplacement, maintenant lequel, où ça, quand, voilà, Soy Motor, le média espagnol, a parlé de Zandvoort, a priori, qui tiendrait la corde, mais je pense que Portimao et Imola sont de belles options aussi, mais visiblement ce serait un meeting en Europe. Euh, et aussi, ouais, j'ai des questions sur comment ça se passe, enfin ouais, quelle est la billetterie, enfin est-ce que ça serait ouvert au public, est-ce que ça serait diffusé? Parce que moi, vous savez, moi je suis un petit peu traumatisé par la F4 française, hein, des meetings un petit peu déprogrammés comme ça, je m'attends au pire, donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Un meeting avec F2, F3, F1 Academy, je serais intéressé, et même le faire une à deux fois par an pour les circuits non F1. En vrai, ça serait sympa. Ça serait sympa. Surtout, en plus, enfin, vous allez dire que j'ai une fixette avec Portimao, mais pour la F2 et F3, ce serait giga pertinent de faire Portimao, étant donné que Portimao arrive au calendrier l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, je crois, ou 2028. Euh, donc, ça serait le plus logique, je trouve. Mais bon. Et j'adore ce circuit, tout simplement aussi. Euh, Vu le nombre de personnes qui se sont intéressées à la F2 F1 Academy après Drive to Survive, je suis sûr qu'ils pourraient sold out certains circuits. Je pense aussi, hein. Je pense aussi. Si on se retrouve vraiment sur un circuit espagnol-portugais, on va se retrouver avec la même diffusion de comptes de l'Eurocup 3. Pour être très honnête, ça s'est amélioré hein, pendant l'hiver. Pendant l'hiver, ça s'est franchement amélioré, hein. Les meetings là, d'Eurocup 3, on en reparlera en fin de live, mais la diffusion, elle était pas si mal, hein. Contrairement à 2025 où il y a eu des progressions, il y a eu de la progression.
Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais visiblement, donc pas de Bahreïn, pas de Jeddah, même s'il y a des micro-rumeurs que peut-être que la F1 pourrait aller à Jeddah. En tout cas, il n'y aura pas de F2 à Jeddah. Italia Racing a annoncé que la F2 leur a dit qu'il n'irait pas à Jeddah. Bon, bah écoutez, voilà. Euh, mais normalement, ça essaye de faire un meeting de remplacement, parce que c'est vrai qu'une pause de 3 mois. Et en plus, pire, pause de 3 mois, et imaginez reprendre à Monaco. Genre les pilotes de F3, en arrivant à Monaco, après une pause de 3 mois, ouah, le massacre, hein, le massacre. Allez, on passe au débrief de ce week-end, la Formule 2 qui a été plutôt bonne en fait, qui a été franchement intéressante. Alors oui, il y a eu du drama, il y a eu des abandons mécaniques, certes, de top pilotes en plus, mais bah, j'ai bien kiffé. Alors c'est peut-être, voilà, on a eu des théories hein, pendant 4 heures de live, on a eu des théories. Pourquoi on s'amusait bien pendant la F2 ce week-end? Est-ce que c'est juste l'absence de français qui fait qu'on est beaucoup plus détaché de tous les événements indésirables qu'il peut y avoir? Je sais pas, mais je trouve, ouais, les courses étaient bien, les deux courses étaient bien. C'était vraiment sympa. Ouais, la Trident de Van Eupen, ça j'ai pas compris. J'ai pas compris, mais il est sur le podium. Voilà, donc regardez ce classement au championnat. Bon, vous voyez les manches de Bahreïn et de Jeddah, il y en a visiblement les deux devraient sauter. Ça nous laisserait, si jamais il n'y a pas de remplacement, ça nous laisserait quand même un championnat à 12 manches, et en F3 ça nous laisserait un championnat à 9 meetings. Donc vous voyez Nikola Tsolov qui est en tête du championnat après avoir remporté sa première victoire en Formule 2 dès le premier week-end de la saison. C'est son troisième week-end en F2 vu qu'il avait fait un petit bout de fin d'année dernière. Raphaël Camara finit quand même deuxième, même si la course sprint... Enfin, pour Tsolov et pour Camara, les courses sprint ont été vraiment, vraiment, vraiment très laborieuses et ils se sont très bien rattrapés le lendemain sur la course principale. Lorenz Van Eupen, waouh, c'est exceptionnel, enfin course exceptionnelle de sa part. Il a dû tenir le podium jusqu'au bout, c'était pas évident. Et il a pas mal regardé dans ses rétros, mais il a tenu grosse perf du pilote néerlandais. Rito Omiyata qui est quatrième, enfin un bon week-end de la part du japonais qui fait 2 top 5. Tassan Point Rapuasa qui est un très surprenant cinquième. Goethe Djurksen a remporté la course sprint devant Noël Léon et ensuite Gabriel Mini. L'inénarrable Alex Dunn est dixième, parce que oui, il avait fait une excellente course sprint. Et voilà, le théorème Alex Dunn s'est répété. Tu fais une bonne course, une course propre, une course rapide, et tu fais nimp à la course d'après. Bienvenue Alex Dunn. Bienvenue à ceux qui découvrent le monstre sacré qu'est Alex Dunn. Je juge plus fort sa radio que son move. C'est pas faux, on va y revenir juste après. Colton Herta 11ème qui a quand même marqué 6 points sur la course principale. Week-end un petit peu compliqué, il y a eu de la progression au final pour l'américain, mais qui a été quand même passablement dominé par Miyata. Mais pour un premier week-end, c'est plutôt pas mal. 12ème Sébastien Montoya, Beganovic 13ème, que c'est mal payé pour un week-end où il a signé la pole position. Mais bon, voilà, malheureusement Mekachrome s'en est mêlé. 14ème Roman Bilinski et 15ème Martinus Stenson, qui sont les 15 pilotes à avoir marqué des points, puisque Stenson avait fait le point du meilleur tour en course sprint et se battait pour la victoire en course principale, avant qu'Alex Dunn n'en décide autrement, son coéquipier. Une petite pensée aussi à Nico Varrone, le pilote argentin qui a un temps mené la course principale de F2 pour au final finir 17ème et actuel 21ème du championnat. Évidemment, est-ce qu'il a pris des points de pénal? Que 2. Alors c'est simple, hein, pour avoir foutu son coéquipier au tas, il a pris 2 points de pénalité et 5 places de pénalité. Attention, 5 places de pénalité. Ah mais là, je pense que Dunn, il est terrorisé. Hein. Là, Dunn, il va se dire, mais oh, comment vivre? Comment se remettre d'une pénalité de 5 places? C'est fou. Euh, Purée, le gars est multirécidiviste. Il fout en l'air, enfin il provoque une safety car déjà, il fout en l'air la course de son coéquipier, il le menace à la radio, il dit quand même, voilà, enfin j'ai remis le message, Yeah, I can see how this year is going to go, nice job, he is never finishing in front of me ever again. C'est un malade, c'est un malade. Alors oui, il s'est excusé ensuite sur Instagram, mais
qu'est-ce qu'on s'en fiche de ces excuses? Je suis désolé, les excuses sur un post Instagram, je les accepte si c'est ton premier incident, ton deuxième incident, ton... Là, c'est pas possible, tu fais... Comment c'est possible de faire ça sur le premier meeting de l'année alors que tu sais que tout le monde te regarde, enfin tout le monde sait que c'est... T'as fait nimp l'an passé, t'es super rapide, ok, mais t'as fait nimp l'an passé, tu percutes tout le monde, et notamment des gars qui ont Martine dans leur prénom ou nom de famille. Euh, et là, deuxième tour, c'est même pas, il y a eu une bataille et tout, roue contre roue, etc. Deuxième tour de course, il le percute, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, voilà. Je... Oui, le message radio, il le dit en plus, alors qu'il est complètement fautif. Après, évidemment, dans le moment, à chaud et tout, machin, en voyant pas l'incident, etc. Donc, oui, c'est excusé sur Instagram, mais ces excuses n'ont aucune valeur. Ces excuses n'ont aucune valeur. Je sais pas, je sais pas. Et j'ai même pas, même dans son post Instagram, alors oui, il s'excuse très bien, mais j'ai même pas l'impression qu'il y a tant de remise en question que ça. Je, je sais pas, c'est juste complètement débile. Enfin, vraiment, bon, voilà. Ces excuses deviendront acceptables, deviendront plausibles le moment où il pourra faire 4 5 courses, où il arrêtera de percuter des gens. Là, c'est juste pas possible. Enfin, on l'a quitté à Abu Dhabi où il a... je sais plus, il avait percuté qui, mais de base, on rappelle, il n'aurait pas dû être au week-end à Melbourne. À la fin d'Abu Dhabi 2025, il avait reçu 12 points de pénalité sur son permis, et je le rappelle une énième fois, mais le 1er janvier, on remet tous les compteurs à zéro, et donc, il n'a pas eu de meeting de suspension, et donc, là, il a de nouveau 12 points sur son permis. Enfin, du coup, déjà plus que 10 après cet accident. Je sais pas, t'aurais même pas dû être sur la grille, enfin, sur la grille ce week-end à Melbourne si le règlement était bien fait, et tu oses percuter quelqu'un, tu oses percuter pire ton coéquipier, tu oses le menacer ensuite à la radio. Masterclass. Je sais pas, enfin, c'est une caricature, c'est vraiment une caricature. C'est complètement dingue. C'était le meilleur moment de l'année 2026 pour Martin. Il aurait déjà pu s'excuser pour la prochaine fois, ouais. Non mais, he does the same mistakes every time, so how to... Enfin, on peut pas le prendre au sérieux, quoi. On peut pas le prendre au sérieux. Donc bon, he thinks he's Max Verstappen, exactly, exactly. Alpine va falloir le virer aussi, mais... Ah, enfin voilà, je veux dire, Briator qui prend de nouveau une décision brillante, et voilà, maintenant... voilà, une très belle livrée, une livrée Alpine full rose qui se plante et qui se ridiculise en Mondovision en F2. Bah, bravo, bravo, grand move de Briator. Euh, franchement, franchement, Briator, c'est pour l'instant là, c'est le début d'année. En tant que voilà fan de Renault, fan d'Alpine, enfin d'Alpine au sens historique, voir Briator se faire prendre, enfin se prendre des humiliations jour après jour dans chacune de ses décisions, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et pourtant, encore une fois, Alex Dunn a montré, encore une fois, sa pointe de vitesse, son talent en course sprint, on l'a vu. Voilà, il a été exceptionnel, mais bah voilà, tout gâché en même pas 2 tours. Hein. Premier virage du deuxième tour. Vivement que BYD rachète ce Maccabee d'Enstone. Ah, ça pourrait être intéressant ça. Si BYD, marque chinoise, constructeur chinois qui aurait des vues sur la F1 et sur le WEC, rachète, rachète Alpine, Alpine F1, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, c'est sûr. Bon, voilà, j'ai fini ma petite tirade là sur Alex Dunn, mais je veux dire, c'est tellement une accumulation. C'est vraiment de la caricature, c'est de la parodie limite. Enfin, il n'y a même pas eu de bataille. Même pas eu de bataille. Deuxième tour, bam. Je propose qu'on oublie ce clown et qu'on passe à la suite, exactement. Euh, hop, zut. Ouais, ou 12e équipe venue de Chine. Alors pour le moment, il y a pas plus de précision sur le projet de BYD. Euh, Premier constructeur de voitures électriques, hein, devant Tesla, on le rappelle, au monde. Il n'y a pas de précision si c'est pour amener une nouvelle équipe.
Ce qui voudrait dire que, enfin, quand on voit tous les soucis que ça a été pour Cadillac pour arriver en F1, pour ramener une 11e équipe, une 12e équipe, même si les accords Concorde le permettent, ça va être, va falloir forcer. Mais c'est une équipe chinoise et c'est un constructeur et voilà, il y a beaucoup d'arguments qui pourraient expliquer le fait qu'on ait une nouvelle équipe chinoise, un constructeur chinois sur la grille. Mais voilà, peut-être que ça serait aussi plus simple de racheter une autre équipe, style Alpine, quoi. Euh, Gros marché, la Chine. Bah oui, oui, potentiellement, il y a quelque chose à faire. Mais pour le moment, les constructeurs chinois n'arrivent pas complètement à s'implanter en Europe ou aux États-Unis parce que aussi, en partie, en tout cas, c'est la réflexion qu'est en train d'avoir BYD actuellement, c'est parce que ils sont pas présents en sport auto. Et, euh, et voilà, c'est pas des marques qui font rêver pour le moment, BYD. Euh, donc, euh, donc voilà, je comprends, je comprends l'intérêt de ces marques, en tout cas d'envisager un futur en sport automobile, en F1, en WEC, c'est les choses qui sont le plus logiques actuellement, quoi. Ça commence quand même. Alors, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de gens qui rêvent d'avoir des BYD, je trouve. Mais ça va venir, et c'est vrai que on en voit de plus en plus en ville, hein, mais voilà, ça n'a pas du tout, c'est à des années-lumière de toute l'aura, de tout le voilà, de toute l'aura, de toutes les marques qui sont engagées en sport auto. Voilà. Donc évidemment, il y a un truc à faire. Bref, côté F1 aussi, il y a un pilote qui a marqué de très gros points pour la F1. Il s'agit d'un certain Nicolas Tsoloff. Car Nicolas Tsoloff a eu une excellente course principale. Il n'est pas passé loin de la pole en qualification. Une dernière tentative un petit peu manquée, mais il partait quand même cinquième. La sprint a été bon, très compliquée. Très compliqué, des petites erreurs un petit peu partout, il se faisait pousser, etc. Donc il était dans la partie sale de la piste, du coup ses pneus étaient sales et du coup il refaisait des erreurs et du coup bon bref c'était un calvaire. Raphaël Camara a vécu quelque chose d'assez similaire. Et course principale, petit bijou quand même, surtout notamment ce moment où il a été clutch, il a été vraiment décisif, dépassement clinique à la relance de la safety car pour dépasser Nicolas Varronnet qui a ensuite fait le bouchon sur Camara, etc. Voilà, c'est le dépassement qu'il fallait faire au moment, alors que voilà, Camara a pris 7-8 tours pour sauter Varronnet. Bravo. Bravo, première victoire en F2. J'ai du mal à imaginer que ça soit la dernière. Et surtout, quel timing, parce que pendant ce temps-là, Liam Lawson fait un Grand Prix anonyme et se bat avec la Cadillac de Sergio Perez. Là, je serais Lawson, enfin, c'est globalement le pire week-end qui pouvait se passer. T'as, bon, Verstappen qui continue de performer, bon, bref, on s'en fiche. Isaac Hadjar, malgré l'abandon mécanique, qui fait un super week-end aussi. Harvey Lindblad, c'est peut-être la révélation du week-end, on va dire. En tout cas, énorme premier Grand Prix et déjà des premiers points pour Lindblad. Et Lawson, déjà, il a survécu au départ après avoir calé. D'ailleurs, réflexe de fou de Colapinto, mais puis il se bat avec des Cadillacs après. Enfin, je veux dire, son drama actuellement, c'est de se battre avec Sergio Pérez. Je veux dire, voilà, ça montre bien à quel point le premier Grand Prix de la saison a été compliqué. Mais oui, les deux amis de 2024, Pérez et Lawson, qui se sont retrouvés. Bon. Euh, il n'a pas eu de chance au départ, Liam. Bah, c'est des calages comme on en voit un petit peu partout. Enfin, je pense, hein, il n'y a pas eu de problème mécanique, si je dis pas de bêtises. Euh, mais, euh, mais donc, bon, voilà, pour Nicolas Tsoloff, c'est vraiment parfait. Et il va juste espérer que ce genre de week-end se reproduise tout le temps. Tout le temps, parce que là, clairement, il fonce vers la F2 vers la F1 et le baquet de Liam Lawson. Et les deux pilotes qu'on voit à l'image, qui ont été coéquipiers pendant 2 week-ends chez Campos en fin d'année, pourraient bien être coéquipiers chez Racing Bulls en 2027. Beganovic et Mini, les deux amis, les deux anciens coéquipiers, les deux anciens prétendants au titre en F4 italienne, en Freca, etc., ont été les deux pilotes maudits du week-end. Et pourtant, c'était peut-être eux les deux pilotes les plus rapides. Je sais pas. Je sais pas. Bon, voilà, ils sont 9e et 13e du classement, certes. Gabriel Emini, lui, il a eu son abandon mécanique en qualif, alors qu'il était le plus rapide en essai libre. Et enfin voilà, ça se voyait qu'il volait. Et
confirmé en course en partant 21e des deux courses. Il a fini 6e et 8e, gros dépassement, etc. Même parfois, il a presque joué le podium. Il en a un petit peu manqué sur la fin de course, mais très très gros week-end de Mini. Si, il est toujours soutenu par Alpine, hein, Gabriel Mini. Il est toujours soutenu par Alpine, malgré le fait qu'il n'apporte pas de budget. Et pour Beganovic, bah, ça a été peut-être encore pire, puisqu'il a eu le chemin inverse. Il n'y a pas eu de problème mécanique en qualification, il a fait la pole position, mais ensuite le pilote Dams a manqué son départ sur la course principale, mais il est remonté et il jouait la victoire avec Tsoloff, avec Camara, tout ça pour au final abandonner sur problème mécanique. Je ne sais pas s'il y a eu des explications officielles, mais bon, voilà, un énième problème mécanique sur les F2, on est habitué. Et malheureusement, bah voilà, ce week-end, c'est tombé sur Beganovic et Mini. Voilà, ces deux-là, ils ont toujours les mêmes destins, c'est incroyable. Les tops, les flops du week-end de F2 parmi les tops, bon forcément Van Eupen et Trident, complètement phénoménal, un premier podium de l'équipe italienne en F2 depuis 2024 et Roman Stanek je crois, ou Richard Verschoor, je ne me rappelle plus, mais en tout cas premier podium depuis 2024, et Van Eupen ultra 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 solide, grosse performance du pilote néerlandais, du pilote protégé de Nick De Vries, managé par Julien Simon-Chotan. Voilà, à voir si ça sera juste une performance d'un seul week-end, un coup d'éclat sans lendemain, ou si ça ira un petit peu plus loin que ça. En tout cas, il est troisième du championnat, et ça, personne n'aurait pu le prédire avant Melbourne. Rito Momiata, ça a peut-être été le pilote le plus régulier des courses, pourtant qualifié 13e. Lui, il a réussi à remonter, à faire deux top 5. Quand Colton Herta, lui, s'est qualifié 14e et a été quand même dominé. Bon, il y a eu un peu de progression, il y a eu quelques points à l'arrivée, mais bon, voilà, c'était pas exceptionnel non plus. Du côté de chez ART, franchement, belle perf de Tassanapol Intrapoufazak et qu'on n'attendait pas aussi bon, et surtout ouais, ART a joué les points avec les deux courses, donc c'est intéressant. C'est intéressant, surtout quand on sait que voilà, le line-up de pilotes d'ART ne fait pas rêver, contrairement à des années précédentes, hein, où il y avait du Martins, du Pourchaire, même du Miyata ou Sullivan, enfin, c'est des pilotes très solides. Et avec Intrapouzak et Maini, bah écoutez, ils ont réussi à se défendre, hein, franchement. Donc bravo. Campos forcément dans les tops, puisque ça a été l'équipe dominante. Noël Léon a aussi fait un très bon week-end. Et voilà, parmi les tops, les courses, le spectacle. J'en suis le premier surpris. J'en suis le premier surpris. Les flops, bah Dunn, oui, mais Dunn, on l'avait déjà dit. Enfin, on l'a déjà dit. Boya, bon, on va reparler de Préma, hein, on va reparler de Préma en F3, mais Marie Boya, bah, qui s'est craché comme un grand tout seul. Euh, voilà. Et parmi les flops, encore les casses mécaniques. Autant il y a eu des très belles choses hein, sur ce week-end, mais voilà, on ne peut pas tout effacer de ce qui s'est passé, et puis encore des grosses choses négatives qui persistent dans ce championnat, mais c'était un bon week-end. La Formule 3. Ah, on a cru qu'on allait vivre peut-être une première Marseillaise dès le premier week-end, et bah c'est pas passé loin. C'est pas passé loin, mais du coup, finalement, non. Hugo, ne parlons pas de ce championnat. Oula, mais non, non, quand même, il y a des choses intéressantes à dire. Il y a des choses intéressantes à dire. Hugo Chukwu est en tête du championnat, le champion de la Formule régionale Océanie cet hiver s'est imposé avec une très 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 brillante course principale, c'est clairement le pilote qui a dominé ce week-end. Il est devant Bruno Del Pino, alors énorme week-end de la part du pilote espagnol, du pilote redoublant, donc félicitations à lui qui a remporté la course sprint. On a ensuite Freddy Slater, un petit peu qui a fait un très bon week-end. Il a fait un très bon week-end, Freddy Slater, mais bah, un petit peu impuissant face à Ogochukwu, pilote Trident face à pilote Campos. Normalement, c'était un circuit où les Tridents ont toujours performé. Et là, bah, Campos était devant. Taito Kato est quatrième. Et pour l'instant, c'est un petit peu lui la révélation peut-être de ce week-end. Un P5 et surtout P3 premier podium en course principale. Grosse performance du pilote japonais. Grosse performance du pilote japonais évidemment. Cinquième, on a Enzo Dellini qui a signé son premier podium dès sa première course. Très gros week-end aussi du pilote français. On a ensuite Gladish, Benavides, Clairotz, Badoer, Stromstead, Jin Nakamura. Théophile Nael qui est 12e après avoir fait la pole position.
avec une pénalité litigieuse. Et on a ensuite Mattia Kolnaghi qui est 13e et qui a sauvé un petit point dans un week-end cataclysmique. Ce sont les 13 pilotes à avoir marqué des points. Cela veut dire que des pilotes qu'on attendait dans les points, voire même plus, comme Wharton, comme Taponen, comme Giusti, comme Sharp, comme De Palo, etc., se sont manqués et n'ont pas marqué le moindre point. Leur chance, on va dire dans leur malchance, c'est que il n'y a pas eu un pilote qui a surnagé, qui a ultra dominé le week-end et qui sort du week-end avec 35 points. Il n'y a que une victoire d'Ugo Chukwu avec 25 points en tête du championnat. Est-ce qu'on a une explication de la FIA sur la pénalité de Naël? Oui, oui, mais bah c'est un petit peu. A priori, il aurait bougé au moment du troisième feu. Il aurait bougé au moment du troisième feu, sauf que George Russell fait un truc similaire en F1 et lui n'a pas de pénalité. Alors, je n'ai pas vérifié si les règlements de F1 et de F3 étaient différents. Est-ce que c'est juste que Russell est un pilote britannique, Nail est un pilote français? Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Mais c'est vrai qu'on ne voit rien sur les on-board. Mais visiblement, il n'y a pas. On peut aller regarder, hein, mais il n'y a pas eu de. Attendez. Il y a pas eu de réclamation, hein. Il n'y a pas eu de réclamation de Campos, alors qu'ils en avaient parlé à la radio. Attendez. Je vous spoil un petit peu ce qu'on va faire un petit peu juste après en parlant de la F1 Academy. Toc, 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 toc. Alors, bah voilà. Voiture 1, faux départ, mais vous voyez, il n'y a pas eu de final classification. Imaginez, on voit là que en fait Nile a été reclassé 3ème, j'y crois pas, hein. Je pense que des gens y auraient tweeté. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, 5 secondes de pénalité, blablabla, blablabla, vidéo evidence, telemetry data. Moved slightly after the third light and before the start signal was given. Donc voilà, il a bougé après le troisième feu. Alors je crois que Russell, il bouge avant le troisième feu. Peut-être au niveau du deuxième. Mais voilà, a priori, Naël aurait bougé après le troisième feu rouge. C'est vrai que bah, sur les on-board, je pense on commence à voir qu'à partir du quatrième feu, je crois. Euh, Écoutez, il y a pas eu de réclamation, donc malheureusement, je pense que voilà, la règle est la règle. Et que bah voilà, il y a 5 secondes de pénalité pour Naël et que la safety car l'emmène, regroupe tout le monde et le ramène 12ème de la course. C'est terrible, et c'est pas mérité, mais malheureusement le règlement est ainsi fait. Euh, Sondage, si nous avions prédit que les Français seraient P5, P12, P19 après une seule rencontre, aurions-nous été déçus? Euh, J'aurais dit oui quand même. Alors, j'aurais dit oui quand même, parce que d'avoir par exemple un Deligny 19, un Giusti 12, un AL5, bah, j'aurais été déçu. J'aurais été déçu. Par contre, de voir un Deligny 5ème, c'est la folie, c'est exceptionnel. Et le reste, malheureusement, du coup, c'est décevant. Mais oui, j'aurais été déçu si il y avait eu Naël 5 ou même Justy 5, Naël 12, Deligny 19 ou que sais-je. J'aurais été déçu. Euh, Bref, Hugo Chukwu, seul au monde, clairement, il a marqué le week-end de son empreinte, hormis quand même son erreur en qualification, parce que non, il n'y a quasiment jamais de week-end parfait pour Hugo Chukwu. Donc voilà, erreur en qualification quand même où il perd son aileron avant dans les graviers et il se fait avoir par son coéquipier Théophile Naël sur le buzzer vraiment. Les deux courses, elles sont parfaites. Parti 11ème en course sprint avec la grille inversée, il était 8ème, il aurait dû chercher des bons points si la course ne s'était pas interrompue parce que les deux clowns de Préma ont préféré provoquer un drapeau rouge. Ensuite, malgré un départ pas optimal où il se fait passer par Slater, il passe Naël et ensuite il s'envole et il n'est jamais inquiété. C'était une très grande performance d'Ugo Chukwu et
il va falloir se lever tôt pour aller le chercher. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, Strident a toujours été très fort historiquement sur ce circuit depuis qu'il est arrivé en F3, dans le calendrier F3 en 2023. Donc là, Slater, il avait l'air vraiment dans mon quai. Il fait un bon week-end, hein, il fait pas d'erreur, mais, euh, mais voilà, il en manque. Il en manque. Oui, les deux clowns, non, en vrai, enfin, évidemment, les torts sont plus sur James Wharton, mais bon, enfin, l'incident était évitable. L'incident était évitable, même pour Louis Sharp. Et d'ailleurs, c'est Louis Sharp qui a été pénalisé, mais bon, ça c'est encore les commissaires qui font n'importe quoi. Mais l'incident était évitable. C'était une performance à sa mesure, avec son presque double mètre, oui, c'était une très très grande performance. Bon voilà, Théophile Naël, c'est un week-end qui fait mal, forcément. Pole position pourtant exceptionnelle le vendredi. Course sprint sérieuse, hein, il part 12e et il remonte 10e. Malheureusement, bon, il n'y a pas de points à cause du drapeau rouge, ce qui fait que la course n'est pas allée jusqu'au 75%, donc il n'y avait que la moitié des points qui étaient offertes pour le top 5 seulement, donc 5, 4, 3, 2, 1. Et le départ était parfait le dimanche. Sauf que dès que Hugo Chukwu a passé Slater pour la deuxième place, Hugo Chukwu l'a très vite remonté. Hugo Chukwu l'a passé, puis on s'est dit, bon, Naël garde son rythme, il garde son DRS, et il reste là près d'Hugo Chukwu. Et puis, deuxième moitié de course, il a complètement glissé, il s'est fait passer par Slater. Et, et puis, ouais, sans safety car, très honnêtement, il y a il se fait un petit peu sauver et tuer par la safety car en quelque sorte, puisqu'il se fait sauver par la safety car, puisque sans la safety car, il restait encore 3 tours de course, et derrière, il y avait Stromsted, il y avait Kato, il y avait Delpino, je sais pas, il y avait même voilà, tous ces pilotes-là qui klaxonnaient derrière lui, mais évidemment, la safety car le tue, puisqu'il a une pénalité de 5 secondes avec ce départ, voilà, très 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 litigieux, on va dire, mais voilà, pénalité de 5 secondes qui au final le fait sortir des points, ce qui est complètement disproportionné. Mais voilà, écoutez, malheureusement, le règlement, c'est le règlement. Euh, voilà. À la rigueur, j'ai envie de dire que je m'en fiche un petit peu de l'absence de points. Alors, on note quand même qu'il y a les 2 points de sa pole position, mais le souci, il n'est pas dans sa pénalité de 5 secondes. Si Naël se concentre sur sa pénalité de 5 secondes et de se dire que c'est injuste, euh, il prend pas le problème par le bon bout, en fait. Mais je pense qu'il est assez intelligent pour pas faire ça et pour comprendre qu'il y a eu un véritable souci sur cette deuxième moitié de course. En plus, il avait bien insisté sur le fait, en pré-course, il avait bien insisté sur le fait qu'il allait falloir jouer, gérer les pneus, etc. Et puis c'est un pilote redoublant, il n'a jamais eu de problème avec ça les saisons précédentes. Pourquoi tout s'est tellement écroulé sur la deuxième moitié de course, puisque au début il tenait sans souci, hein, le rythme d'Hugo Chukwu. Alors est-ce qu'il a surpiloté à ce moment-là et qu'ensuite il n'avait plus de pneus pour résister à tous les pilotes derrière lui, puisque vraiment il est tombé comme une masse, hein, vraiment sur les derniers tours avant la safety car. Donc voilà, au-delà de sa pénalité, il faut comprendre ce qui s'est passé. Ouais, voilà. Quel a été ce trou noir sur cette deuxième moitié de course, et essayer de rebondir et de repasser à une autre chose au prochain meeting, que ce soit à Monaco, que ce soit à Zandvoort, que ce soit à Bahreïn. Voilà, il faut passer à autre chose et comprendre les raisons de cette fin de course complètement ratée, quoi. Dellini, par contre, ça c'est la bonne nouvelle. Côté français, Enzo Dellini qui a sorti un très très grand week-end. C'est encore plus fort en sachant qu'il n'était même pas dans l'équipe il y a un mois seulement. 11e des qualifications, meilleur des Van Amersfoort. Pour moi, c'est ce qu'il doit viser, hein, sur les week-ends, sur les qualifications, il doit viser ce top 12. D'ailleurs, pourquoi Deligny a aussi le drapeau chinois sur sa combi? Ça se fait pour les pilotes avec 2 nationalités. Tu peux mettre ce que tu veux, hein, globalement sur les combinaisons. Les combinaisons, ça n'a aucune valeur vraiment officielle, donc oui, il peut mettre le drapeau chinois s'il veut. Il peut même mettre le drapeau américain s'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Enzo Peugeot avait aussi le drapeau japonais. Il y a Sian Shields qui a un drapeau irlando-écossais. Voilà, il y a des pilotes qui peuvent mettre tout ce qu'ils veulent comme drapeau. Mais oui, natif de Shanghai, pilote franco-chinois. Voilà, course sprint. Ah, franchement, évidemment, on aurait pu passer. On aurait pu avoir une première Marseillaise dès la première course. Est-ce qu'il reçoit de l'argent de la Chine? Non. Non, non, non.
Non, 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 il reçoit pas de l'argent de la fédération chinoise ou d'entreprises chinoises en particulier. Non, 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 il n'y a pas de. Puis ça, c'est le logo des yens en plus, pas des yuan. Course sprint, bah, alors il partait deuxième du coup, grâce à cette très belle 11e place en qualification. Et voilà, il a tenté de gérer au maximum ses pneus en début de course pour attaquer en fin de course, sauf que la fin de course n'a pas eu lieu à cause du drapeau rouge de nos amis Louis Sharp et James Wharton. Et c'est dommage, puisqu'a priori, Bruno Delpino avait vraiment attaqué sur ses pneus pour faire un petit gap face à Enzo Dellini. Et Brando Badoer, qui était troisième, avait lui aussi bien attaqué dans ses pneus pour essayer de menacer Dellini. Donc, bah voilà, peut-être que si on était allé au bout de la course, ça aurait pu faire une première victoire pour Enzo. Bon, on ne crache pas sur un premier podium dès sa première course quand même. Et après la course principale, très très belle course encore. Départ où il a été un petit peu discret quand même. Mais bon, c'est un petit peu normal aussi pour un premier week-end. Et ensuite, il fait des beaux dépassements, il remonte, il fait pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, surtout, il n'y a aucune erreur dans son meeting. Donc c'est très solide. Maintenant, voilà, va falloir confirmer. On se rappelle que Théophile Naël l'an passé avait fait un très bon premier meeting à Melbourne pour au final faire 2, 3, 4 week-ends peut-être beaucoup plus compliqués autour de la 20e place. Donc maintenant, il va falloir continuer comme ça sur les meetings suivants. Et voilà, il est 5e au championnat, l'air de rien. Bon, il y a une équipe dont on attendait monts et merveilles, MP, qui pour moi a peut-être le meilleur line-up de l'histoire de la F3 avec Mattia Colnaghi, Tuka Taponen et Alessandro Giusti. Un point. Un point marqué par ces trois pilotes-là, et encore, c'est grâce aux pénalités de tous les pilotes, parce que de base, le Mattia Colnaghi a passé la ligne d'arrivée de la course principale en 13e place, et donc voilà, avec les pénalités de chacun, il remonte 10e. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors au moins, alors Mattia Colnaghi, il y a du positif quand même dans son meeting, même s'il n'y a qu'un seul point. Il fait une très belle qualif, il domine largement ses coéquipiers, il fait 6e ou quelque chose, 6e autour de la 6e place, donc c'est très positif. Maintenant la course sprint, bon, elle est complètement ratée, il surattaque, il perd la voiture, il fait 2 erreurs en début de course et il finit dernier. La course principale, elle est juste laborieuse en fait, malheureusement dans son ensemble, et il s'accroche à sa position. Mais voilà, il regarde dans les rétros un petit peu tout le temps, donc il termine 13e, il remonte 10e. Bon, ouais, c'est dur, c'est dur. Tuka Taponen, tout simplement invisible, on ne l'a pas vu. Voilà. Si vous vous demandez quelle livrée il avait une livrée orange fluo, pourtant orange MP, on ne l'a pas vu. Et Alessandro Giusti, qui a été battu par Taponen et par Colnaghi en qualif et en course. C'était un week-end très compliqué pour notre ami Sandro. Un dernier tour en qualif manqué alors qu'il jouait le top 6. Sa qualification se passait vraiment bien, hein, il jouait le top 6. Et malheureusement, on a vu les mêmes stigmates que l'an dernier. Un dernier tour, une dernière tentative en qualif où il se rate, où il améliore pas ou peu. Et il sort de ce top 12 si précieux. Et puis ensuite, deux courses. Il y a deux passages dans l'herbe où il se fait un petit peu pousser dehors. Voilà, en bataille au cœur du peloton, c'est plus compliqué, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de positifs à tirer, à retirer de ce week-end pour Alessandro Giusti. Donc on va espérer qu'il trouve les solutions assez rapidement. Mais clairement, c'était un mauvais premier week-end pour Giusti. Dans sa malchance, on va dire que c'était un mauvais premier week-end pour tout le monde. Mais parmi les trois pilotes, Alessandro Giusti est celui qui s'est le moins mis en évidence, on va dire. Voilà. Donc au final, je ne rappelle même plus enfin voilà, il est 19e au championnat et il fait quoi en course? 21e et 15e, c'est en partant 16e des deux courses, je crois, c'est compliqué, voire même 14e, vu qu'il y a eu deux forfaits devant lui. Forcément, c'est compliqué et c'est pas ce qu'il attendait. Parmi les tops, évidemment, les tops, bah, ART, encore. Et c'est une excellente surprise hein, de voir ART aussi en forme à Melbourne avec Taito Kato qui a signé un premier podium, qui a fait un top 5 sur la course sprint. Maciej Gladish, ça a été excellent en qualif, hein, il a fait le 4e chrono en qualif, le meilleur des autres en mettant Ugo Chukwu, Nael et Slater le top 3, le top 3 des favoris dans une autre planète. Gladish était le meilleur des autres en qualif, ça a été plus compliqué en course, mais il y a quand même quelques points à l'arrivée. La... Ah bah si, si, Delpino en top, bah si, 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 carrément. Euh,
La Corté, bon, on est obligé de faire nos excuses, hein, on les a déjà faites en live dimanche, hein, mais Nicolas Lacorté, il est passé tout proche de l'exploit pour Dams. Il y a un moment dans la course où il se bat avec Freddy Slater pour le podium. Bon, au final, il finit 17ème. Il y a une pénalité aussi pour infraction au départ. Il y a deux pénalités. Non, je crois qu'il finit même très loin. Il finit même peut-être 29ème de la course parce que il y a une pénalité pour la même infraction que Naël. Et il y a une pénalité aussi pour infraction sur la procédure de départ. Donc il a 15 secondes de pénalité. Il est super loin au final. Euh, il y a aussi Noah Stromstad qui le tasse comme un chien et voilà. Donc Stromstad a une pénalité pour ça. Mais sinon, c'est vraiment dommage puisque la Corté avait vraiment un rythme très 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 sympa. Et voilà, au final, bon, 0 point, mais on a vu des choses intéressantes de sa part, qu'on n'avait pas vu depuis son premier meeting en F4 italienne en 2023. Et ouais, ouais, l'image de Kato qui est impressionné par la taille d'Ugochukwu, ouais, c'est mignon. C'est assez rigolo sur le podium, parce que t'as Taito Kato qui est pas spécialement très grand, et puis t'as Ugochukwu qui est non seulement sur la plus haute marge du podium qui fait 2 mètres, c'est assez rigolo. Et voilà, parmi les tops, Bruno Del Pino, très très gros week-end. Alors autant voilà, sa course sprint, je me dis voilà, il a peut-être beaucoup trop attaqué sur les pneus et Deligny l'aurait eu. Mais sinon, course principale, c'est très 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 solide. Gros départ, où il fait la différence face à Deligny, notamment au départ. On rappelle, c'est un pilote redoublant. Et c'était son point faible, les courses. Il était très bon en qualif Del Pino l'an passé face à Giusti et même Tramnitz. Et en course, bah, ça disparaissait. Mais là, il a vraiment confirmé, et donc quatrième place, c'est un petit peu enjolivé par les pénalités des pilotes devant, hein, mais parce qu'il fait sixième, je crois, de base, et il y a Naël et Strumset qui ont des pénalités. Mais franchement, grand bravo à lui, et encore une fois, à voir s'il peut continuer comme ça sur les prochains meetings, mais à noter quand même, en qualification, il a été battu par son coéquipier rookie Enzo Deligny, évidemment. Mais énorme week-end de la part de Del Pino qui est deuxième au championnat et en course qui a fait 2 courses de très très haute volée. Parmi les flops, bon, Matteo De Palo, fautif puis anonyme, fautif en qualif où il se sort et puis complètement anonyme, on l'a pas vu, hein, le jeune pilote McLaren. Brando Badoer qui a été si bon, tiens d'ailleurs, ouais, petite comparaison avec Alex Dunn qui fait c'est un pilote Rodin, l'un en F2, l'un en F3, qui fait podium sur la première course, qui est très très bon sur la course sprint et qui fait des erreurs en course principale. Bon, compliqué pour Brando Badoer qui finit très mal son week-end avec plusieurs erreurs. Et puis voilà, carton rouge pour Louis Sharp, surtout pour James Wharton, et 2 redoublants Préma qui s'accrochent pour finir à l'hôpital. Hein, Louis Sharp hein, qui a fini avec une minerve. Bon, normalement, ça devrait pas poser de soucis pour le prochain meeting de F3, d'autant plus s'il est dans 3 mois. Voilà, plusieurs millions d'euros de perdus, de dollars de dépensés pour Prema, une équipe en difficulté financière. Minerve, c'est les colliers cervicaux pour bloquer le coup, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Euh, donc voilà, c'est complètement irresponsable, surtout de la part, enfin la responsabilité surtout pour James Wharton, mais c'est complètement irresponsable, surtout encore plus quand tu es dans une équipe en galère, enfin Sharp et Wharton sont censés être les 2 pilotes phares de l'équipe, les 2 pilotes redoublants, euh, c'est c'est ridicule. C'est franchement ridicule. Déjà de s'accrocher entre coéquipiers, c'est ridicule, d'autant plus dans ce contexte-là, quoi. Euh, On passe alors très rapidement Formula Winter Series, on va célébrer très rapidement le titre de Dries Van Langendonk qui s'impose avec un meeting d'avance. Voilà, énorme performance. Il y a aussi eu à Motorland Aragon le week-end dernier un triple podium pour Thomas Berman, une victoire pour le pilote indien Harry Bansal. Et on passe le bonjour à Alfie Slater qui a encore fait un week-end catastrophique avec 2 8e places alors que c'est le coéquipier de Van Langendonk et même de Ethan Lennon qui a fait de nouveau un podium. On notera aussi le point de la féminine, Cara Bettig, qui après 2 meetings franchement compliqués a sorti la tête de l'eau. Donc voilà, une 10e place. Et notamment, elle a battu sa coéquipière Alicia Palmowski de bout en bout. Alicia Palmowski qu'on va évoquer maintenant. F1 Academy, la preview de la F1 Academy, la saison du championnat féminin 100%, du 100% féminin de Formule 4 qui reprend ce week-end à Shanghai. On a notamment Peyton Westcott, Mathilda Patz, Natalia Granada chez Prema, on a Nina Radman, Alba Urup Larsen, Esme Kosterman chez MP, Emma Felbermayer
Ella Lloyd, Ella Stevens chez Rodin, Ava Dobson, Rachel Robertson chez Hightech avec une pilote wildcard. Chez ART, on a Kylie Countryman, nos deux françaises, Lisa Billard et Jade Jacquet. Chez Campos, on a Rafaela Ferreira, Alicia Palmowski, Megan Bruce. Pôle Victoire Billard, pas ouvert à la discussion. Et bien justement, alors, je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, vos pronostics pour la F1 Academy. Parce que on va faire la preview et juste après, je vais faire mes pronostics. Vous allez voir, c'est assez court, il n'y a pas beaucoup de questions. Et ensuite, je vais voir ce que vous avez répondu. Vous êtes une petite trentaine pour le moment à avoir répondu. Évidemment, il y a un peu moins. Après, je l'ai un peu moins partagé, mais il y a moins d'engouement que sur de la F2 et de la F3. Mais voilà, vous pouvez faire vos pronostics. Preview de la F1 Academy. Natalia Granada, pilote espagnole de 18 ans, qui n'est toujours pas confirmée par ailleurs. J'ai rajouté son nom là comme ça pour faire le diapo, mais sinon elle est toujours pas confirmée. Pilote débutante en monoplace, qui s'était distinguée en karting, surtout lors du FIA Girls on Track. Sinon, pas beaucoup de références en dehors de ça. Cadillac rejoindra la F1 Academy à partir de 2027. Pour le moment, il n'y a pas de pilote Cadillac. On reste avec les 10 équipes F1 de l'an passé, avec toujours des sponsors supplémentaires pour les habillard. C'est Gatorade, notamment la marque de boisson énergisante, qui n'est même pas disponible en France. Je ne comprends pas pourquoi elle est soutenue par cette marque. Évidemment, pour comment dire, pour le duel de favoris au titre, quand même, voilà, les redoublantes ont l'air d'avoir plusieurs trains d'avance, on va dire, pour la bataille au titre. Aux essais de pré-saison, en tout cas, c'est elles vraiment qui se sont montrées aux avant-postes. Les deux grandes favorites, à mon sens, c'est les pilotes qui ont fait 4e et 5e l'an passé. C'était Ella Lloyd de chez McLaren et de chez Rodin, et Alicia Palmowski de chez Campos et de chez Red Bull. Alicia Palmowski, par contre, pour moi, qui avait fait beaucoup trop d'erreurs alors qu'elle avait la voiture dominante, la Campos, c'était vraiment l'équipe dominante l'an passé, et elle a fait beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop d'accrochages avec ses coéquipières. Et on rappelle aussi qu'elle a été battue le week-end dernier par Chiara Bettig, pilote féminine, qui ne s'intéresse pas à la F1 Academy et qui va rouler en F4 britannique avec Hightech, si je ne dis pas de bêtises. Alors que Ella Lloyd n'a pas roulé cet hiver. Nina Gadman, elle a été plutôt intéressante sur l'hiver aussi. Elle avait fini 6e l'an passé, la pilote alpine. Elle avait fini 6e l'an passé, mais j'ai du mal à être forcément très 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 emballé. J'ai du mal à être très emballé. Pour moi, j'ai l'impression, à 21 ans, je crois qu'elle a déjà 21 ans, on a peut-être j'ai du mal à voir beaucoup de marge pour la progression pour elle. Au contraire de Emma Felbermayer, qui a fait sa première saison en monoplace et qui était là avec Sauber, qui sera désormais avec Audi forcément. Et surtout, moi j'ai hâte de voir ce que peut donner Alba Urup Larsen, la pilote danoise de chez Ferrari, qui a 17 ans, qui était la Benjamin du championnat l'an passé, et qui a fait 7e en 2025, et qui a été vraiment l'une des révélations. Lloyd et Palmowski, elles avaient déjà fait de la monoplace avant, et la Lloyd notamment avait fait plusieurs podiums en F4 britannique, donc en championnat mixte, face à des garçons également. Alicia Palmowski, c'était de la GB4, c'est de la F4 britannique low cost, on va dire, avec beaucoup moins relevé, mais elle avait joué le titre, elle avait fini vice-championne, je crois. Alba Urup Larsen, elle démarrait avec quelques courses en F4 indienne et c'est tout. Et franchement, intéressante. Et intéressante même aussi pendant l'hiver. Donc la pilote Ferrari qui a aussi roulé avec Evans Grand Prix, donc l'une des moins bonnes équipes en F4 émiratique, a marqué des points. Voilà, je me dis, il y a un truc à aller jouer pour la pilote danoise. Donc voilà, je vais faire mes pronostics juste après. Larsen, ça va être ma chouchou hors française, mais je crois pas au titre. Bah, je pense qu'on est un petit peu pareil, je pense. Je pense. J'ai été vraiment emballé par sa première année. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'elle donnera aussi sur une deuxième année, je ne sais pas forcément. Évidemment, côté français, on a deux espoirs pour aller marcher dans les pas de Dorian Pain. On espère. Lisa Billard peut-elle jouer le titre dès sa première année? C'est la question évidemment. À 16 ans, la Normande attaque sa deuxième saison de F4, sa première à l'international. On rappelle, en karting, elle avait déjà un palmarès assez sympa. 7e du FIA Academy Trophy au niveau international. 3e du championnat de France FFSA Junior. Donc c'est que des compétitions avec les mêmes kartings pour tout le monde. Et c'est des championnats mixtes.
d'ailleurs troisième, mais elle a été longtemps leader du championnat avant de perdre lors de la finale, mais elle a été longtemps leader. Elle a montré une progression linéaire en F4 France, mais voilà, elle a enchaîné les top 15 sur la fin d'année, elle a flirté avec les points, mais allez, j'en attendais plus, forcément j'en attendais plus. Je la voyais déjà dans le top 15 en début de saison et je la voyais plus se rapprocher vers le top 10 en fin d'année, mais au final il y a assez peu de points à l'arrivée. Bon, euh, voilà. Mais on a vu quand même des choses intéressantes sur la fin d'année. J'aurais préféré moi la voir personnellement sur une deuxième année de F4 France, mais voilà, on a déjà vu son potentiel déjà en comment dire, en F1 Academy. Elle a été la wildcard à Singapour, où elle a fait une splendide qualification, où elle a été cinquième. Voilà, moi je la vois comme, elle peut jouer les victoires, les podiums, mais voilà, il y a quand même un gros déficit d'expérience. Elle va découvrir énormément de choses cette année, et surtout ART a peu de références en F1 Academy. Alors, Lena Bühler avait été vice-championne, mais c'était en 2023, c'était une autre époque, hein. À l'époque, la F1 Academy n'était même pas en support des Grands Prix de F1. Et en championnat équipe, ART a été quatrième, puis cinquième, puis cinquième. Alors c'était, je pense pas que ART était aidé par son line de pilotes, hein. Je pense l'année dernière ils avaient Aurelia Noble, Cilia Block et Courtney Crone. Donc voilà, ça cassait pas trois pattes à un canard, on va dire. Alors que là, je pense que le line-up est bien meilleur. J'attends, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut que Lisa soit la meilleure rookie. Mais ouais, j'aimerais plus, enfin, j'aimerais la voir à la bataille avec les redoublantes. Maintenant, je sais pas à quel point, ouais, à quel point ce sera possible. Il y a une autre française, beaucoup moins médiatique, beaucoup moins médiatisée et connue que Lisa Billard, qui fait parler d'elle depuis pas mal d'années déjà. Jade Jacquet n'est pas normande comme Lisa, mais nordiste. Elle a 16 ans. Elle sera pas la Benjamine du championnat, je me suis planté parce que sa coéquipière Kylie Countryman est de janvier 2010, sera voilà, la deuxième plus jeune du championnat. Donc elle a commencé la compétition il y a 3 ans, donc forcément elle part un petit peu de loin. Quand je dis la compétition, c'est vraiment le karting qu'elle a commencé en 2023. Là, ce sera sa quatrième saison en compétition, sa deuxième en monoplace, après la F4 France où elle a été la deuxième féminine. Progression un petit peu similaire à celle de Lisa. Alors elle partait de beaucoup plus loin que Lisa, mais elle a bien progressé et vraiment ça terminait. Voilà, c'était aussi dans le top 15 et ça aurait pu marquer des points aussi sur la fin de course. Ah oui, par contre, ART a le line-up le plus jeune et de très loin, hein. Clairement, ça c'est sûr, hein. Lisa est la doyenne alors qu'elle a 16 ans et quoi, 6 mois. Donc oui, ça pose les bases, quoi. Malheureusement, elle a été discrète aux essais de pré-saison, on en parlait. Nordiste doux, Jade Jacquet, je sais pas trop. Moi, quand je dis nordiste, vu que je viens pas de là-bas, je sais pas exactement. Originaire de l'Estrême, je sais pas si tu connais, ville située entre Béthune, Hasbrook, Armentières, voilà, l'Estrême. Enfin, ouais, voilà. Pour la petite anecdote, gros big up à tous les gens de l'Estrême, ou l'Estran, je sais pas comment on dit, ou l'Estran, bref, voilà. Alors oui, elle a été assez discrète aux essais de pré-saison, mais voilà, elle a beaucoup moins de roulage que les autres, et encore une fois, voilà, on l'a évoqué en début de live, mais les tests collectifs de F4 France à Nogaro ont été très intéressants pour elle et pour Lisa, où elles étaient dans le top 5. Mais voilà, est-ce que c'était des voitures un petit peu adaptées pour ressembler à la F1 Academy? Peut-être, je ne sais pas. On va passer rapidement pronostics. Sur les pronostics que je vous affiche à l'écran. Je repartage une nouvelle fois le lien dans le chat. Alors, votre pseudo. Ah, j'y ai pensé en plus cette fois. Percy F1, qui sera championne pilote? Très honnêtement pour moi, j'ai envie de dire que ça se joue entre Ella Lloyd et Alba Orup Larsen. Aisha Palmowski m'a pas mal déçu l'an dernier, et encore cet hiver. Je vais partir sur Ella Lloyd, qui, alors c'est peut-être vraiment plat du pied sécurité, mais c'est quand même celle qui a le plus de références, qui a quand même des podiums en F4 britannique. Voilà, qui a une, voilà, qui avait fait une bonne première saison aussi en F1 Academy, donc voilà, je vais mettre Lloyd, qui sera champion équipe. Alors ça, c'est
c'est pas franchement évident. Chez Rodin, alors on n'en a pas parlé encore, mais il y a Ella Stevens qui avait été le meilleur temps de justesse au rookie test face à Lisa Billard. Maintenant, les essais de précision d'Ella Stevens ont été très discrets. Là encore, je crois que les essais de précision n'ont pas forcément été super représentatifs. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a MP, qu'il y a Nina Gadman, qui a été 6ème l'an passé, qui est redoublante. Il y a Alba Rup Larsen, qui est 7ème, que je peux voir en favorite au titre. Et Esme Kosterman, bon, qui a moins de références, mais... En tout cas, c'est deux pilotes que je vois devant. Et le reste, je vois Palmowski devant. Chez Prema, ça me paraît vraiment très léger. Chez ART, je peux voir Billard devant. Je vois Jacquet quand même un cran en dessous, en tout cas pour cette année. Et chez Rodin, bah, peut-être Rodin hein, aussi. Rodin, ça peut jouer quelque chose, hein, surtout avec Stevens, qui s'est vraiment montré qu'il a un palmarès intéressant, un vice-championne de Grande-Bretagne de KZ2 en karting. Euh, ça peut montrer des choses intéressantes, mais elle n'a pas beaucoup de références en monoplace. Bon, et puis high-tech, hein, voilà, ça joue rien comme à chaque fois. Donc on va partir quand même sur MP. Ouais, c'est entre MP et Rodin. Hein. Ouais, dernier high-tech facile. Bah, de toute façon, avec une pilote wildcard et les deux autres titulaires font pas rêver non plus. Donc, que fera Lisa Billard pour sa saison 2026? Est-ce que je tente un petit top 4, quelques victoires pas loin du titre? Parce qu'en vrai, je vois Lloyd, je vois Larsen. Ah, Palmowski quand même qui sera leader de Campos. Et je peux voir une Lisa s'immiscer dans ce débat. En peut-être top 4. Ouais, top 4, pourquoi pas. Hein. C'est peut-être optimiste, mais je le vois bien. Que fera Jade Jacquet? Alors, Jade Jacquet, top 8, des podiums, peut-être une victoire. Alors moi, je vois bien une victoire sur une course à grille inversée. Euh, Top 12, attends, non, top 12. Pour Jade Jacquet, ça voudrait dire genre... il faudrait qu'il y ait 6 pilotes... Enfin, attends, enfin, moi je mets Jacquet devant Dobson, devant Countryman, devant Westcott, devant Granada, enfin devant Westcott. Ouais, Westcott a quand même des références, elle a beaucoup de roulage. Il y a aussi des pilotes que je considère moins talentueuses, mais qui ont beaucoup, beaucoup de roulage. Donc c'est pas si évident. Si elle veut une carrière F1, faut le titre. Ah, bah ça, j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Je vais partir sur top 8. En vrai, de façon plus safe, je peux dire top 10 peut-être, mais mais il y a beaucoup de pilotes expérimentés, c'est ça le souci. Hein. Ganman, Larsen, Kosterman, Ferreira, Palmowski, Felbermayer. Ouais, ouais, ouais. Ah, je suis parti, je vais mettre top 12. Je vais mettre top 12, mais ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de pilotes expérimentés. Mais sinon, en termes de potentiel pur, je la vois vraiment plus finir là, hein, plus finir la saison au niveau de la voilà, top 10, 8ème place. Voilà. Ouais, c'est toujours chaud pour les rookies. Hein, ben, ouais, on l'a vu. On l'a vu l'an passé, même des pilotes comme Ella Lloyd font 4ème. Une pilote va-t-elle se révéler et passer au mérite à l'étage supérieur, Formule Régionale, voire F3? Bah, je vais mettre. Alors, je vais mettre oui pour Ella Lloyd, euh, qui me paraît la plus solide, parce qu'elle a des podiums en F4 britannique à côté, et je la vois passer en GB3. Maintenant, est-ce que je la vois passer au-delà du GB3? Peut-être pas forcément, mais ouais, voilà. Ella Lloyd GB3. Est-ce qu'une Alba ou Larsen, ça peut peut-être passer en Eurocup 3? Oui, Palmowski aussi. Voilà, ça passera à l'étage supérieur. Voilà, bah après finito, après il y en a qui vont redoubler. Allez, on va voter ça. On va voter ça. Et on regarde ce que vous avez prédit. Ce que vous avez prédit, 38 réponses. Félicitations, une petite quarantaine. Alors, il y a deux personnes. C'est trop drôle. Il y a deux personnes qui s'appellent Guillaume. Donc voilà, c'est. Bah, félicitations. Guillaume, du coup, c'est la réponse la plus utilisée pour le pseudo. Euh, J'essaie encore de comprendre pourquoi la championne n'a plus de baquet dans une autre formule. Bah parce que en fait c'était souvent un prix, la bourse de la F1 Academy pour la championne, c'était un prix qui était adapté à la pilote qui gagnait. Donc par exemple pour Marta Garcia, vu qu'elle avait déjà des liens avec Prema, c'était pour aller en Freca chez Prema. Abby Pouling, vu qu'elle avait déjà des liens avec
Rodin, c'était pour aller en GB3 chez Rodin. Et Dorian Pain, ça c'est compliqué, puisque Dorian Pain, hein, c'était compliqué de la faire rester en monoplace alors qu'elle avait déjà fait 2 saisons de Freka. Et que avec Prema, voilà, les choses sont un petit peu. Enfin, attendez, Prema. Non, Dorian Pain c'est une Iron Dame, donc. Attendez. Parce qu'il y a eu tellement d'ennuis financiers pour Iron Dams, pour Iron Lynx, Prema. Non, ça aurait pu être logique, mais je pense que Prema avait déjà signé d'autres pilotes, donc voilà, je pense que c'était plus pertinent pour elle de revenir en endurance. Donc voilà. Qui sera championne pilote? Oh, c'est équilibré ça! Ella Lloyd seulement 31%, je l'aurais vu beaucoup plus haute. Palmowski 26, Lisa Biard 21, purée, petit chauvinisme, mais j'aime bien. Alba Larsen 10%, et ensuite on a Ganman, Partika Woodstock, et Palmowski if the Campos is still a rocket ship, otherwise Lloyd. Ah, c'est intéressant puisque c'est vrai que Campos l'an dernier avait été très 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 dominante. Ouais, ouais, mais elle s'accrochait tous les 4 matins, hein, les deux pilotes. Oui, c'est vrai, Aurélien Nobles, hein, qui passe en GB3 hein, d'ailleurs, ancienne pilote de F1 Academy, qui sera champion équipe MP à 47%, j'imagine que 26% pour Rodin, 13% pour Campos, ouais, mais en dehors de Palmowski, le line-up est très 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 léger quand même. ART, bon, ça serait exceptionnel, hein. Ça serait exceptionnel s'ils arrivent à être champion équipe, ça veut dire une saison exceptionnelle pour nos deux françaises. Et ensuite, on a un pour Hightech, un pour Prema. Et bah purée, vous avez la foi. Parce que je vois pas trop avec quel pilote ils peuvent aller jouer le titre équipe. Que fera Lisa Billard pour sa saison 2026? Titre direct, 18%. Top 4, 47%. Top 8, 34%. Il n'y a personne qui la voit en dehors du top 8. Ça serait une déception, clairement, ça serait une déception. Maintenant, même top 8, quelques podiums, peut-être une victoire, je vois pas ça forcément comme une déception, mais si on veut que Lisa Billard ait un grand avenir en monoplace, il faut au minimum ce top 4, quelques victoires, il faut au minimum être dans ça. Maintenant, ce ne serait pas une déception de l'avoir dans faire un top 8, et puis et voilà, mais ça mettrait un coup à ses espoirs de carrière en monoplace, on va dire. Que fera Jade Jacquet? Top 12. Ouais, je pense aussi, vu que beaucoup moins de monde la connaît, qu'elle a beaucoup moins d'expérience, beaucoup moins de roulage, c'est dur de la mettre dans le top 8. Dans le top 8, alors top 5 ce serait exceptionnel, c'est tout ce que je lui souhaite. Hors top 12, 8%, c'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Je, je sais pas, c'est possible, hein, c'est possible, hein, puisque toutes les pilotes, elles ont roulé pendant l'hiver, hein. Ouais, on verra, on verra. Je pense que le top 12, point, podium, c'est le plus safe. Une pilote va-t-elle passer en Formule régionale ou en F3 en 2027? Non à 60%, oui à 39%. Encore une fois, je pense que ça peut être facilement fait si voilà, il y a des pilotes qui passent en GB3 du style Ella Lloyd, je pense que ça peut se faire. On referme la page F1 Academy et on essaye de se grouiller un petit peu puisqu'il est 20h, il va y avoir une soirée Ligue des Champions en plus. Hop, on passe à l'Eurocup 3 Spanish Winter Championship car oui, c'est la fin des championnats hivernaux. Finale de l'Eurocup 3 Spanish Winter Championship à Motorland Aragon. Vous voyez ce championnat Kino Lazari largement en tête devant James Egozzi, Alex Powell, René Lammers, Stan Van School, Eikeman, Strauven, Pradel. Notre français Cocorico Raphaël Perard est 9ème devant Heusenroder, le pigiste de Melbourne qui avait remplacé Ernesto Rivera. Par ailleurs, même si c'est très chouette qu'il ait remplacé Rivera, on ne l'a pas vu du week-end. C'est le haut mérite qui tend vers le nom. Ah, pour la F1 Academy, bah, si Ella Lloyd est championne de F1 Academy, pour moi, tu mérites de passer en GB3. Je trouve. Je trouve. Puisqu'après, oui, il y a des Aurelia Nobles, tu vois, qui font 13ème de F1 Academy et qui passent en GV3, c'est pas sérieux. Si t'es championne, tu mérites de passer au-dessus. Et puis, elle a déjà montré sa valeur quand même dans des championnats mixtes, donc voilà. Eusenroder, bon, on l'a pas vu en F3 à Melbourne, alors qu'il était chez Campos. On a ensuite Boston Jeff, Steven Haydens, Elfegali Trappa, Dalagnol, Fiorentino, Feldman Neto, Cui, Panetta, qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points.
Al-Azhari a l'air parti vers une autoroute, a l'air engagé sur une autoroute vers le titre. On attendait MP, on attendait les Lammers, on attendait les Heikemans, on attendait Campos, on attendait Powell, Strauven, etc. On a Kinou Al-Azhari et Hightech. Deux victoires, j'ai envie de dire seulement, parce qu'on a l'impression qu'il a gagné, qu'il a tout gagné, mais il y a surtout une impression très très forte avec des remontées, des dépassements, même quand il est dernier après le premier tour, il remonte et voilà, il y a des moments très forts en tout cas dans ce mini championnat hivernal. Et on sent vraiment que Hightech est très à l'aise avec la Dallara. 326 parce que même les coéquipiers très peu cotés d'Al-Azhari arrivent à se montrer. Je pense à Boston GF qui a gagné la course à grille inversée à Jarama. Je pense à Santino Panetta aussi qui a marqué quelques points. Euh, Celui qui a marqué plus de victoires, c'est James Egozzi de chez Palou Motorsport Prema, qui a 3 victoires. Mais il est moins impressionnant dans le sens où la différence avec ses coéquipiers, Raphaël Perard notamment, est moins nette en qualif, où parfois il se fait vraiment bousculer hein, par Perard et par Héctor Dalagnol, aussi le champion de F4 brésilienne. Chez Campos, c'est un petit peu compliqué, hein, très clairement. Alors il y a des rumeurs comme quoi Campos n'amènerait pas son matériel principal et ce sera un matériel de rechange, on va dire, ou peut-être du matériel hein, de moins bonne qualité, un peu moins rapide. Mais Alex Powell, il est en train de faire une saison hivernale exceptionnelle. C'est vraiment très dommage qu'il ait été pénalisé pour un dépassement sous safety car qui était litigieux là aussi, mais Alex Powell aurait dû ramener une première victoire à Campos, à Jarama. Il est en train de se refaire sa réputation, clairement, Alex Powell. On rappelle qu'il a été lâché de chez Mercedes. Son passage en F4 l'an passé, il a été battu par Olivieri en interne chez RA, ça a été compliqué. Et là, il a déjà fait une très bonne saison hivernale au Moyen-Orient avec Pinnacle Motorsport. Et là, chez Campos, il est en train de porter l'équipe. Tout ça en venant de la F4. Donc bravo, bravo à lui. Il faut qu'il confirme sur ce meeting à Motorland Aragon. Et chez MP, René Lammers et Ian Eikeman sont les deux pilotes qui sortent du lot pour le moment. Côté français, évidemment, pour Raphaël Perard, il faut continuer la dynamique. Oui, d'ailleurs, oui, Bianca Bustamante existe encore. Bah oui, puisque c'est d'ailleurs la quatrième pilote de Palou Motorsport Prema, avec Dalagnol, avec Perard, avec Egozzi. Oui, Al-Azhari, c'est un pilote alpine, ouais. Oui, oui, c'est un jeune pilote alpine. Alpine ne parle jamais de lui, mais il est bien jeune pilote alpine depuis l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Pour Raphaël Perard, il faut confirmer la dynamique. Qu'est-ce qui fait du bien, ce podium? Le podium qu'il a pu signer lors de la course précédente, puisque la malchance s'acharnait un petit peu sur lui. Hein, sur Discord, ça commençait à dire que c'était lui le nouveau chat noir, le nouveau Victor Martins. Enfin, il a eu un petit peu de répit parce que oui, il avait eu des pénalités, il s'était fait shooter par certains pilotes, parfois il y avait des incidents devant lui au départ et alors il partait quatrième et il fallait qu'il évite tout le monde et du coup il repartait 20e. Et là, enfin, il a signé un très très beau podium. Premier vainqueur rookie français de l'histoire de l'Eurocup 3. Parce que oui, Jules Carentin n'a pas été vainqueur rookie une seule fois l'an passé, c'est assez dingue. Et lui aussi, il a une sacrée malchance l'an passé. Il a fait partie du premier doublé de Palou Motorsport également. Paradoxalement, j'ai envie de dire que la course de son podium est pas super bonne, on va dire. Alors, il fait quatrième à l'arrivée, avec les pénalités, il remonte deuxième. Mais c'est l'une de ses courses les moins réussies. Il a beaucoup regardé dans ses rétros, il a beaucoup défendu, il a très bien défendu. Mais voilà. Bon, on va dire que ça compense, que ce résultat, qui devient en plus une deuxième place complètement dingue, ça compense avec la malchance qu'il a eue sur les 5 courses précédentes, on va dire. Mais sinon, en rythme pur, c'est vraiment intéressant et il ne fait vraiment pas tâche dans le top 10. Maintenant, je peux aussi mentionner son coéquipier Heitor Dalagnol, qui a eu un podium aussi, mais sur une course à grille inversée, champion de F4 brésilienne, et qui fait un très très bon travail. Et les deux pilotes, la Perard et Dalagnol, ils sont vraiment en train de donner du fil à retordre à James Egozzi, qui est pourtant le leader expérimenté, etc., qui a des victoires, tout ça. Voilà, pour moi, c'est un petit peu mes deux révélations du championnat. Alors, Perard, je l'attends un petit peu, je m'attends un petit peu à ce qu'il se révèle, mais Dalagnol, voilà, je le connaissais pas vraiment et très bonne découverte. Très très belle surprise, je pense que peu de gens attendaient le 7ème de F4 France à ce niveau, ça remonte un peu la cote de la F4 France, mais comme souvent de toute façon beaucoup de gens sous-estiment le niveau de la F4 France, mais en analysant un peu plus en profondeur
le détail de la saison de Perard, il pourrait être plus haut, hein, il aurait pu facilement prétendre au top 5 à minima, on va dire, en F4 France. Euh, donc voilà, faut qu'il continue comme ça, qu'il continue de se montrer, parce que en plus c'est un pilote qui a un certain soutien financier, hein, aussi, hein, voilà, vous voyez sur sa combinaison Media One, vous voyez sur sa voiture, il y a parfois le groupe Barrière aussi. Voilà, c'est un pilote qui, on sait, il a un talent. Quelle est sa marge de progression, jusqu'où peut aller son talent? C'est là la question, mais en termes de soutien financier, on se doute que s'il y a les résultats qui viennent, il peut avoir un budget qui peut se débloquer pour aller en F3, pour aller en F2 peut-être. Voilà, donc évidemment, on continue de suivre avec attention ce que fait Raphaël, mais déjà, moi, il m'avait vraiment bien plu en F4 France. Je lui avais offert sa première interview, on le rappelle, à Dijon-Prenois, lors du vlog que j'avais fait quand j'étais venu à Dijon-Prenois en mai dernier. Il y a aussi l'Eurocup 4 Spanish Winter Championship. Noah Montero est en tête du championnat devant Tai et devant Vivek Kantan. On va pas faire tous les pilotes très rapidement. On a Petrovic, Francot, Tounion, très bonne révélation, Nacho Tounion, Shormans, Keller, Rocco Coronel, seulement 9ème week-end très 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 compliqué à Radama. Leeson, Fischer, Lowett, Luna Flusha, la meilleure féminine qui a fait un podium lors du week-end de Portimao, Mikalev, Arnaudot, etc. etc., etc. Noah Montero, peut-être un nouveau champion portugais. Si vous entendez le nom Montero, vous vous dites « Eh mais attendez, ça me dit quelque chose Montero ». Oui, oui, c'est bien le fils de Thiago Montero, l'ancien pilote F1, l'ancien pilote du WTCC, voilà, l'ancien pilote de F1, quoi. Et pour le moment, c'est presque une chance pour ses adversaires qu'il ait eu un problème mécanique en qualification lors du premier meeting, parce que il a explosé la concurrence, je trouve, sur ses 2 premiers meetings en termes de, ouais, voilà, en termes de rythme pur. Il est tout là-haut, et heureusement qu'il y a eu son problème mécanique en qualification pour entretenir un semblant de suspense au championnat, parce que waouh, c'est très 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 impressionnant ce que fait le pilote portugais de 16 ans. Il redouble, certes, mais il est en train de mettre une petite pilule à ses rivaux. Rocco Coronel, évidemment, jeune pilote Red Bull qui est surveillé de toutes parts, doit encore canaliser son agressivité, on va dire. Mais on voit le potentiel par moment, mais pour le moment, il manque de quelque chose, il manque d'une régularité, ouais, il doit bien se canaliser, tout simplement. Oui, Renault Francot, c'est toujours des soucis de budget, hein, c'est pour ça qu'il fait des saisons partielles un petit peu partout, qu'il ne peut pas faire toutes les saisons. Luna Flusha, la féminine de chez Mercedes, a été excellente à Portimao avec un premier podium. Elle a été beaucoup plus discrète à Radama, elle n'a pas marqué de points sur le deuxième meeting, mais bah, si c'est ça un mauvais week-end, bah, c'est plutôt intéressant. Ça montre que son niveau plancher offre déjà une très bonne base. Donc voilà, c'est l'une des pilotes féminines les plus intéressantes. Elle n'évolue pas en F1 Academy, mais c'est l'une des pilotes féminines les plus intéressantes, si pas la pilote féminine la plus intéressante actuellement en monoplace. Malheureusement, on a aussi un Français qui est engagé, qui fait ses débuts en monoplace dans ce championnat, c'est Louis Cochet, le neveu de Jonathan Cochet, qui est chez MP Motorsport, donc qui est le coéquipier de Coronel, de Shormans ou d'autres, et qui est vraiment vraiment dans le dur. On ne le voit pas en qualification ou en course. Donc on va espérer du mieux sur ce week-end qui arrive. Jonathan Cochet, ancien pilote des 24 heures du Mans chez voilà, Pescarolo, j'aurais dit. Ancien pilote de développement chez Renault, pilote de réserve chez Renault aussi, je crois. Voilà, en tout cas, pilote marquant des années 2000, voilà, qui a aussi été consultant chez Canal dans les années 2010 aussi, je crois. La saison karting continue, voilà, fin de campagne un petit peu compliquée pour les Français en WSK Supermaster Series, voilà, pour Mani Nuvolini, Thomas Pradier, ça a été un petit peu compliqué ce week-end. Edouard Ruget de la génération 2015 a marqué quelques points chez les Mini. Il y a les Yamé Euro Series qui débutent ce week-end à Zuera en Espagne, c'est une coupe de marque on va dire avec que des moteurs Yamé. C'est un championnat très relevé qui a pu révéler notamment Oliver Mann ou Théophile Naël par le passé. Côté français, il y a notamment Aaron Bordanova chez les Mini, donc en génération 2014. En X30 Junior, il y a Charles Ural, bon, aussi de la génération 2014, mais qui a été un petit peu surclassé. Théo Polican, et en X30 Senior, il y a du Clément Autran, du Matteo Rivals. Bref, il y a des espoirs français dont on reparlera en monoplace à l'avenir. Vous voyez que je me presse parce que voilà, on a fini ce live. Vous avez tous les horaires que je posterai
jeudi à 18h30 sur Twitter et sur Blue Sky, donc un week-end avec des horaires matinaux, voire nocturnes. Non, il n'y aura pas de live, en tout cas pas pour la F1 Academy, non, il n'y aura pas de live. Pour les courses de F1 Academy à 4h et 3h40, non, à 6h45 et 3h40 du matin. À voir si je me tape une déterre et si Raphaël Perrard joue quelque chose de très intéressant, quelque chose, peut-être un live sur de l'Eurocup 3, mais c'est pas prévu pour le moment. Vous avez tous les horaires, ce sera posté sur Twitter et sur Blue Sky. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, merci d'avoir été aussi nombreux pour ce live de débrief de Melbourne, de preview de la F1 Academy, de voilà, la saison est bel et bien lancée, c'est un plaisir qu'on soit aussi nombreux aussi de la suivre tous ensemble. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent week-end de course. On souhaite tout le meilleur à Raphaël Perrard, à Lisa Billard et à Jade Jacquet. Bonne soirée, bye bye.